Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Love 2D et je vous propose de mettre en place la balle. Donc la mise en place de la balle va consister en deux étapes. Première étape, comme dans le paddle, on va mettre dans l'asset manager l'image de la balle qu'on va utiliser par la suite. Et dans un deuxième temps, on va créer un module ball.lua dans lequel on va créer une classe de type ball. C'est parti. Donc vous allez dans le main.lua et dans la fonction love.load. Donc cette fonction est appelée au démarrage du projet. On avait placé ici, vous voyez, l'image du paddle dans l'asset manager. On va faire exactement la même chose, mais cette fois en y plaçant l'image de la balle. Donc vous dites the game, deux petits points. Vous appelez la fonction getAssetManager qui vous permettra d'obtenir le asset manager que possède the game. Vous arrivez ici, n'oubliez pas les petite parenthèse, puis deux petits points, et là vous dites quoi? Eh bien, va charger en mémoire une image, donc vous appelez la méthode loadImage. Cette fonction loadImage attend deux paramètres. Un premier paramètre, c'est l'ID, l'identifiant, qu'on met en chaîne de caractères. Donc ici, je lui passe entre cotes un identifiant, ball, et vous lui spécifiez dans un deuxième temps le chemin d'accès à cette ressource ball.png. Donc le ball.png sera dans le répertoire assets, puis dans image, et enfin, l'image s'appelle ball.png. Donc si on va dans les ressources, puis dans l'image ici, vous allez avoir apparaître ici la ball.png. Donc c'est cette image-là qu'on va placer dans l'asset manager. Ok, donc en sortant de la fonction .load, ici, voilà, quand je suis sorti, maintenant, cette image est disponible dans l'asset manager que contient the game. Bien, deuxième maintenant, on va créer un module qui contiendra notre future classe ball.lua. Donc, dans le répertoire SRC ici, vous allez créer un fichier qui s'appelle ball avec un petit b.lua. Donc, c'est un module .lua. La balle plutôt, va se déplacer. Donc, c'est une image qui se déplace. On va donc créer une classe qu'on appellera ball, et cette classe, comme c'est une image qui se déplace, elle va hériter, comme dans le paddle, elle va hériter de la classe qui est prévue dans la bibliothèque, qui s'appelle entity. Donc comme dans le paddle, on fait exactement pareil, sauf que maintenant, on applique la chose sur un objet différent qui est la ball. Donc premier temps, vous allez importer et vous allez mettre la chose dans une variable locale qui s'appelle classe. Donc on fait local, vous l'appelez classe avec un grand C. Faites ce que vous voulez, mais ici les classes, je vais l'appeler avec un grand C. Require, donc j'ai besoin d'un module qui est dans lib, donc il y a le répertoire library, et on va prendre le module qui s'appelle class.lua. Donc de fait, je récupère dans la variable locale classe, la classe, tout simplement. Et comme on va hériter la ball de l'entité, on va mettre également à demeure dans le fichier ici ball.lua le module entity. De fait, on fait local, je l'appelle entity égale require, j'ai besoin que tu ailles dans le répertoire lib et dans lequel tu importes dans ce module-là ball.lua le entity.lua. On va créer maintenant notre objet class ball. Donc je fais local, je l'appelle grand ball avec un grand B égale class, donc c'est un table un peu spécial, c'est une table de type class, donc mettez class, n'oubliez pas d'ouvrir et de fermer les accolades, et la ball va hériter de l'entity. De fait, on met includes, donc deux underscores, vous tapez includes égale entity. De fait, votre objet ball, ici, c'est une table particulière qui est une table class, qui ensuite hérite, donc qui englobe dans sa propre table toutes les variables et toutes les méthodes que possède entity. Et n'oubliez pas, les amis, de renvoyer maintenant, à la fin, le ball pour qu'on puisse l'utiliser dans le game stage. Nous allons maintenant construire notre ball. Eh bien, construisons maintenant notre fameuse ball. Donc, on va créer la méthode init qui nous permet de construire cette ball. Donc, on fait function, c'est une fonction lua. Cette méthode init doit appartenir à la table de type classe ball. Donc, on fait ball avec un grand B, deux petits points init. Comme la balle va rebondir sur les bords de l'écran, il est probable que la balle, il lui faut donner, il faut lui passer la dimension de cette fenêtre pour qu'on puisse ensuite faire des rebonds. Donc on va lui passer en argument à la construction de la balle la largeur de la fenêtre ici et la hauteur de la fenêtre ici. Mais avant de construire l'objet, il faut également construire l'entité parce que la balle dérive d'entité. Donc on va construire l'entité. Mais comme on passe ici par le point, il faudra faire entity, point init, donc on appelle la méthode constructeur d'entité. On ne passe pas par les deux points. Là on passe par le point parce qu'on parle de
l'objet hérité. Donc entity.init, on n'oublie pas ici le mot self, sinon ça ne marchera pas. Et vous souvenez-vous, pour le paddle, il fallait passer 3 arguments pour construire l'entité, la position X de l'objet, le coin en haut à gauche, la position Y du coin en haut à gauche de l'image, et l'image proprement dit. Donc on va placer, si vous voulez bien, on va placer la balle en plein milieu de l'écran. Donc en argument X, je lui passe la largeur de la fenêtre divisée par 2. En position Y, je lui passe la hauteur de la fenêtre divisée par 2. Et pour l'image, c'est très simple. Je dis the game, donne-moi maintenant l'image qui appartient au asset manager. Donc il faut que je passe par l'asset manager. Donc je fais the game, 2 petits points, get asset manager. Je vais discuter avec l'asset manager. On n'oublie pas les petites parenthèses, 2 petits points ensuite. Donc là j'ai maintenant l'asset manager. Je dis donne-moi, s'il te plaît, l'image qu'on a placée en mémoire qui a pour ID ou pour identifiant ball. Donc quand on fait the game, et n'oubliez pas que the game c'est un objet qui est global à tout le projet, on peut l'appeler de n'importe où. Donc the game, 2 petits points, get asset manager, donne-moi l'asset manager, et ensuite à l'asset manager vous lui demandez de vous donner l'image par la méthode get image avec un grand i. Et vous lui passez quoi? Tout simplement l'identifiant. L'identifiant c'est ball avec des cotes. Et je vais également dans un deuxième temps mettre en mémoire la largeur de la fenêtre. Pour ensuite créer les rebonds, on aura besoin de cette dimension-ci, et la hauteur de la fenêtre. Pensez que lorsqu'on va partir de la méthode init, les paramètres largeur et hauteur de la fenêtre sont perdus. Donc on va les mémoriser dans la table ball. De fait, n'oubliez pas de mettre le mot self. Donc self.screen id et hide. Là, on place dans la table ball, qui est de type class, on place la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre. Il faut maintenant appeler la balle pour qu'elle se dessine à l'écran, et peut-être tout à l'heure, il faudra qu'elle bouge, donc il faudra mettre des méthodes en mouvement. Pour ça, il faudra appeler la méthode update et la méthode render. Donc je vais créer 2 méthodes dans Ball, une méthode qui va me permettre de faire des updates par rapport à la position, par rapport à la vitesse en X et en Y. Je reçois bien sûr le temps d'été par rapport au frame, le temps qui passe. Qu'est-ce que faire? Je vais déléguer le fait de bouger à l'objet hérité qui est entité. Donc je dois appeler la méthode update d'entité. Comment fait-on? Comme on passe ici par le point, parce qu'on est par rapport à l'objet hérité, on fait entity.update, on n'oublie pas le self. Si vous ne mettez pas le self là, ça ne marchera pas. Donc self, et bien sûr le entity, pour l'update, a besoin du dt, le temps qui passe. Vous lui passez dt. Et ensuite, pour afficher la balle à l'écran, il y aura une méthode render. Donc on met une fonction. Cette méthode render appartient à ball. Donc je fais ball, 2 petits points render. Et que va-t-on faire? On va déléguer le fait d'afficher l'image, on va la déléguer à l'objet hérité, donc render par rapport à entité. Donc on fait entity.render ici, et on n'oublie pas le mot self. Donc quand on dira à la balle de se dessiner, la balle dira à l'entité de se dessiner. Quand on dira à la balle de bouger en faisant des updates, la balle demandera à l'entité de se mettre à jour. Vous voyez, on délègue, la balle délègue le mouvement, délègue ensuite l'affichage à l'objet entité, parce qu'il a hérité des propriétés d'entité. On va maintenant créer cette fameuse balle. Donc on fait un CTRL S. Où faut-il créer la balle? Il faut la créer dans PlayStage. C'est le PlayStage qui concède les objets paddle et ball. Donc on va dans le PlayStage, ici. Voilà. On remonte tout là-haut. Et comme on avait importé au préalable le paddle, on va maintenant également importer dans le PlayStage l'objet ball. Donc je vais créer une variable locale que j'appelle ball avec un grand B ici. Et qu'est-ce que je dis? Je demande, require, va récupérer ce qui a été renvoyé à partir de ball, petit b, .lua. Donc on va dans src, attention, on va dans le répertoire src, et là on va récupérer le ball.lua. Et le contenu, le retour de ball.lua, on va le placer dans l'objet ball avec un grand B. Pour créer l'objet ball, c'est très simple. Ici, on va dire, je vais créer dans le PlayStage une balle. D'accord? Donc je l'appelle self.ball avec un petit b. Donc self.ball, c'est un objet de type ball qui appartient au PlayStage. Pour construire l'objet, on n'a pas besoin de passer par init, il suffit de faire ball. Donc vous récupérez la variable locale que vous avez obtenue ici, qui est en fait le retour du ball class. Et ici vous faites ball, et il s'attend à quoi? Le ball, regardez bien, dans le constructeur, on lui passe et la largeur et la hauteur de la fenêtre. Donc ici je passe dans self.ball. Donc self.ball, c'est un objet de type ball qui appartient au PlayStage.
D'accord? Dans le jeu, il n'y a qu'une balle. Mais on pourrait bien sûr créer d'autres balles. Je pourrais faire self ball 1, self ball 2. Je peux créer autant de balles que je voudrais, bien sûr. Mais là, pour le jeu, on ne va créer qu'une seule balle. Donc self.ball égale ball avec un grand B, et on lui passe la largeur, et on lui passe la hauteur. Il faut maintenant mettre à jour cette balle, et il faudra dessiner ces deux balles. Donc dans le onEnter, pour l'instant, rien à faire. Dans le onExit, pour l'instant, rien à faire. Et dans l'update, donc vous souvenez-vous, on récupérait à partir du input manager, si on avait appuyé sur la touche gauche ou sur la touche droite, pour déplacer le paddle soit vers la gauche, soit vers la droite. Et à la fin, on faisait paddle.update. D'accord? Donc là, on disait au paddle de se mettre à jour par rapport à la position X et Y et aux vitesses désirées. Et bien ici, la balle, c'est un peu la même chose. On dira self.ball. Donc de quelle balle parle-t-on? On parle de la balle que contient PlayStage. Donc PlayStage a une balle, c'est self.ball avec un petit b, deux petits points, update. Et bien sûr, vous lui passez le dt que vous avez reçu ici en argument. On va dessiner la balle. Donc dans la méthode PlayStage, j'ai une méthode de render. Moi j'ai appelé render, vous pouvez l'appeler draw si vous voulez. D'accord? On avait dessiné le paddle en faisant self.paddle. On parle du paddle qui avait contenu dans le PlayStage. On faisait deux petits points render. Et bien pour la balle, c'est exactement pareil. Le PlayStage possède une balle. Cette balle, c'est self.petit balle. D'accord? Avec un petit b. Deux petits points render. Et bien si on lance la chose, on doit avoir maintenant une balle. Donc l'image a été mise en mémoire. On a construit la balle dans le balle.lower, on l'a construit par la méthode init qui a été appelée ensuite par entity.init. On doit théoriquement, je dis bien théoriquement, afficher une balle 60 fois par seconde en milieu de l'écran. Eh bien, regardons ceci. Donc je viens ici, je fais un peu de nettoyage, je fais un petit clear, je lance love, espace petit point, la fenêtre de jeu doit apparaître et en plein milieu de l'écran, on doit avoir une balle. Regardez bien, on en prie, et regardez bien ici, en plein milieu de l'écran, vous avez effectivement une balle, et bien sûr le paddle continue de bouger, et vers la gauche, et vers la droite. D'accord? Et bien maintenant, essayons que la balle bouge. Afin que la balle bouge, il va nous falloir mettre en place et d'autres variables, et d'autres méthodes. Dans le constructeur de la balle, j'ai placé ici deux autres variables. Une variable qui donnera la vitesse minimum, quand la balle va rebondir, on va changer la vitesse de rebond, ça va donner un peu de piment au jeu. Donc je vais définir ici une vitesse minimum. Je fais self.speedmin, je mets 250 speed par seconde. De même, je vais créer également une variable qui contiendra la vitesse maximale de la balle. Donc self.speedmax 300 pixels par seconde. La balle, quand elle va rebondir, elle va donc changer la vitesse, et en X et en Y. Donc on va créer des méthodes qui vont nous permettre de mettre en place cet état. Donc première méthode, je crée une méthode qui s'appelle newSpeedX. Donc cette méthode appartient à ball, de fait, fonction ball avec un grand B, newSpeedX. Quel est le propos? Eh bien, je vais imposer à la vitesse en X de la balle, qui est en fait une entité, une valeur aléatoire entre le spin min et le spin max. Comment se passe la chose? Donc je vais demander à entité de passer à ball une méthode que contient donc the ball qui est setVelocityX. Donc setVelocityX, il s'attend à obtenir la future vitesse selon l'axe X. Pour l'appeler méthode setVelocityX, vous faites self, on parle donc de la ball, donc la ball possède une méthode qui s'appelle setVelocityX, vous faites self, deux petits points, setVelocityX, et pour récupérer un nombre aléatoire entre une valeur minimum et une valeur maximum, je demande au module math.random, donc la fonction random de math attend deux paramètres, le paramètre vitesse minimum et le paramètre vitesse maximale. Donc ensuite, le math.random va choisir entre ces deux intervalles une valeur qu'il donnera à la vitesse selon x de la balle. De même, j'ai créé une méthode qui s'appelle newSpeedY par rapport à la balle. Comment fait-on? Eh bien, ce qu'on faisait en x, on le fait en y. Donc j'aurais pu créer une fonction simplement qui fait x et y en même temps. Là, j'ai discrétisé et le x et le y. D'accord? Donc là, j'ai newSpeedY. Je donne la vitesse selon l'axe y. J'utilise le module random de math en faisant math.random. Je lui donne la vitesse en x minimum, en y, pardon, ici minimum, la vitesse y maximale. Et lui va choisir entre ces deux intervalles une certaine vitesse. Quand je vais faire newSpeedX, j'aurai une nouvelle vitesse selon l'axe x. newSpeedY, j'aurai une nouvelle vitesse selon l'axe y.
Mais pour qu'il y ait rebond, il faut inverser la vitesse selon les x ou et la vitesse selon l'axe y. Alors pour pas me prendre la tête avec ça, je vais créer deux méthodes pour retourner la vitesse x au niveau signe et la vitesse y en vidant signe également. Donc je crée une méthode qui s'appelle removeX, qui appartient toujours à Ball. Comment fait-on? Eh bien, je vais imposer, en faisant self, set velocity x, je vais imposer à la vitesse selon l'axe x, la vitesse actuelle avec un signe moins. Comment récupérer la vitesse actuelle? En faisant get velocity x. Donc, en faisant self, set velocity x, vous dites, la balle va avoir une nouvelle vitesse selon l'axe x. Cette vitesse, c'est self, get velocity x, je récupère la vitesse actuelle selon l'axe x et je mets un signe moins devant. D'accord? Donc on aurait pu également multiplier la vitesse actuelle par moins 1. Mais là, je mets directement le signe moins dans la parenthèse. De même, j'ai une méthode qui s'appelle remove y. Que fait-elle? Elle dit à la balle, set velocity y, donc choisis vitesse y, donc impose la vitesse y, c'est quoi? Eh bien, self get velocity y, donc je récupère la vitesse actuelle selon l'axe y, et il suffit que je mette un moins devant. Donc si la balle était en train de monter, comme la vitesse maintenant va être négative, elle va, par rapport à ce qu'elle avait avant, elle va maintenant vers le bas. Et de même, si elle est vers le bas, à un moment, on inverse le signe, donc elle va remonter. Elle va vers la gauche, puis elle va vers la droite. Quand elle va vers la droite, elle va retourner vers la gauche, selon l'axe X. Et en Y, c'est soit vers le haut, elle retourne vers le bas, et quand elle va vers le bas, elle retourne vers le haut. Donc en changeant le signe moins, vous changez la direction de la balle. Il faudra mettre la balle en mouvement, d'accord? Donc je ne vais pas me prendre la tête, j'ai dit une méthode, voilà, set movement. Donc la balle possède une méthode, c'est set movement. Que faut-il faire? Eh bien je dis, choisis une vitesse en X, choisis une vitesse en Y. Donc je vais appeler les deux méthodes que j'ai construites un petit peu au-dessus, donc le new speed x ici. Pour l'appeler, vous dites self, parce que ces méthodes-là appartiennent à la table ball. Donc self, new speed x, je vais obtenir maintenant une vitesse selon l'axe x. Self, new speed y, j'obtiens maintenant une vitesse selon l'axe y. Donc il a choisi entre le speed min, le speed max x, il a choisi une vitesse entre le speed min, speed max y. D'accord? Et maintenant, il faut détecter le rebond. Pour ça, il faut détecter les bords de l'écran. Eh bien, c'est la fonction limite qui va s'en charger. Donc, il y a une méthode qui s'appelle limite, qui appartient bien sûr à Ball. Et il y a 4 cas. Le left, le right, le thumb et le bottom. Alors, pour l'instant, on ne regarde pas si la balle touche en bas, etc. On fait juste rebondir la balle sur les 4 coins de l'écran. D'accord? Donc, je vais réattester maintenant le côté gauche, le côté droit, le côté haut, le côté bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le côté gauche. Il faut que je dise à la balle, quelle est ta position par rapport à ton rectangle de l'image côté gauche. Donc, je fais if, je récupère le côté gauche via le get left. N'oubliez pas, les amis, le parenthèse. Si le côté gauche devient négatif, c'est que le côté gauche de la balle est en train de sortir de la fenêtre de jeu. Donc, s'il se dirige vers la gauche, donc si la vitesse, self, get velocity x, je récupère la vitesse. Donc, s'il y a deux choses. Si la vitesse selon l'axe X est négative, donc il se déplace bien vers la gauche, et que le côté gauche devient négatif, eh bien là, il faut produire un rebond. Pour produire un rebond, c'est très simple, vous dites remove X. Donc j'appelle la méthode removeX qui fait que la vitesse en X maintenant est dans l'autre sens. Donc pour être sûr que la balle se déplace vers la gauche, je regarde si la vitesse associée à la balle est bien négative, ici en faisant get velocity X négatif, et attention le et, que le côté gauche de la balle est bien en train de devenir négatif. Si c'est le cas, il faut que la balle reparte maintenant vers la droite. À un moment donné, elle va arriver à droite. Donc maintenant, je teste si le côté droit de la balle est plus grand que la largeur de la fenêtre et qu'il se déplace bien vers la droite. Ça évite des rebonds un peu aléatoires. Donc si la balle se déplace vers la droite, donc on a la vitesse qui est positive. Donc get velocity x est bien positif. Donc la droite, donc la balle se déplace vers la droite et le côté droit de la balle est plus grand que la largeur de la fenêtre. Que faut-il faire? Eh bien, il faut retourner la balle maintenant x dans l'autre sens. Donc s'il touche à gauche, il se déplace vers la droite. S'il touche à droite, il se déplace vers la gauche. Mais attention, n'oubliez pas qu'il y a aussi une vitesse en y. Donc la balle ne se déplace pas forcément de façon horizontale. Tout va dépendre de la vitesse en y.
Maintenant, je teste le côté haut. Donc, si la balle se déplace vers le haut, donc il y a une vitesse ici y négatif, hein, souvenez-vous, dans l'espace de jeu, dans les axes ici, le y positif est vers le bas, le x positif est vers la droite. Donc, en top, je récupère le côté haut de mon image en faisant if self de petit point get top. Donc là, je récupère le côté haut de mon image. Si ce côté haut devient négatif, c'est qu'il est en train de sortir de la fenêtre de jeu et que la vitesse était négative, donc il était bien en train de monter. Que faut-il faire? Eh bien, vous retournez une vitesse à l'envers par rapport à l'axe Y. Vous faites self, de petits points, remove Y. De fait, la balle va se déplacer maintenant vers le bas. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi une vitesse selon la X. D'accord? Il ne va pas se déplacer forcément de façon verticale. Il me reste maintenant un quatrième cas, le fameux bottom. Après, il faudra faire plus de traitements sur le bottom. Mais en tout cas, pour l'instant, juste pour le rebond, je récupère le côté bas, donc if get bottom. Attention les amis, ne pas oublier les parenthèses. Si le côté bas de ma image est plus grande que la hauteur de ma fenêtre et que l'image se déplace par le y positif, voilà ce que veut dire cette phrase. Donc if self get bottom, côté bas, plus grand que la hauteur de la fenêtre, et get velocity y, donc la vitesse selon l'axe y de ma balle est positive, donc il est bien vers le bas. Si c'est le cas, donc s'il est vers le bas, donc la vitesse est vers le bas, et que le côté bas est plus grande que la hauteur de la fenêtre, vous retournez la vitesse selon l'axe y en faisant remove y. Vous voyez, c'est pas difficile du tout. Donc on a des petites méthodes qui vont nous imposer une vitesse en x, une vitesse en y. C'est le propos de new speed x, j'ai une vitesse en x, new speed y, j'ai une vitesse en y. Vous avez bien sûr défini au préalable la vitesse minimum, la vitesse maximale. On a maintenant des méthodes pour retourner la vitesse selon l'axe x et selon l'axe y. On a une méthode pour lancer le mouvement, parce qu'il faudra bien que la balle démarre. Donc il faut bien lancer le mouvement, parce qu'au début, quand on crée la balle, il a des vitesses nulles par défaut. Une méthode limite qui va regarder si on touche en haut, en bas, à gauche et à droite. Et maintenant, on va appeler tout simplement ces méthodes. Donc dans la balle update, il n'y a quoi? Donc là, uptt.update, on met à jour l'entité. Et juste après, on pourrait le faire avant ou après, c'est comme vous voulez. Juste après, la balle va bouger, on regarde si on les limite. Si on limite, on retourne les vitesses. Donc pour appeler la méthode limite, vous faites self, deux petits points, limite. Donc soit vous le faites avant ou après l'update par rapport à l'entité. C'est vous qui décidez. Et on dessine, Donc en faisant update, l'entité va bouger. En faisant limite, ici, on regarde si on a touché à gauche, en haut, en bas. Si c'est le cas, il va inverser de façon automatique la vitesse en X, la vitesse en Y. Nous allons maintenant lancer le mouvement de la balle. Quand? Eh bien, au moment de la création de la balle. Donc, on va dans le Play Stage. Ici, on a créé the ball. Donc, on a placé dans le Play Stage une balle, self.ball. On a créé une ball, on lui passe la hauteur de la fenêtre. Et maintenant, il suffit de faire self, deux petits points, mets-toi en mouvement, set movement. Donc si on lance la chose, on doit avoir maintenant une balle qui doit rebondir sur la fenêtre de jeu. Regardons ceci. Donc on vient ici, on fait comme d'habitude un petit peu de nettoyage, on va faire un petit love, espace, petit point. Et vous regardez qu'on a bien une balle qui est en mouvement et qui rebondit sur les 4 coins de l'écran. Donc vous voyez, il tape en bas, hop, il remonte vers le haut, il a tapé à gauche, il tape en bas, etc. Mais le souci, c'est que au départ, la balle doit être bloqué au paddle. Mettons ceci en marche. Au démarrage du jeu, la balle doit être verrouillée au paddle. La question c'est, comment la balle sait où se situe le paddle, sachant que le paddle est inconnu pour la balle? Eh bien, une réponse très simple. Il suffit de passer au constructeur de la balle une référence du paddle. Qu'est-ce que ça veut dire? À la construction de la balle, il va recevoir donc la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre et une référence. Et bien cette référence, c'est la référence du paddle. Donc il reçoit en référence le paddle, et on parlera du même paddle. Que va-t-on faire? Eh bien on va mémoriser cette référence du paddle. Connaissant le paddle, maintenant la balle est capable de se situer par rapport à ce dernier. Mais il faut définir un état. En effet, la balle possède 2 états. Un état de verrou, un état de mouvement. Chaque objet entité possède un state. Et pour changer de state, vous avez le set state. Pour récupérer le state, le get state. Donc 2 choses. Premier temps, on va recevoir dans le constructeur de la balle une référence. D'accord? En C, on aurait eu un pointeur. Donc ici, il n'y a pas de pointeur, c'est des références. On aura l'adresse de l'objet, si vous préférez. Mais connaissant l'adresse, on pourra modifier l'objet. Donc je reçois la référence du paddle.
Ce paddle-là, c'est le paddle dont on parle dans le PlayStage. Mais la balle a deux états. Soit la balle est verrouillée, soit la balle est en mouvement. Donc il y a un état qu'on va faire, self, set state, je définis son état de verrou. Donc vous lui passez une chaîne de caractères pour caractériser son état. Donc la balle peut avoir deux états, un état de verrou ou un état de mouvement. Soit il est en locked, soit il est en move. Et je vais mémoriser la référence que je reçois dans le constructeur pour l'utiliser par la suite. Donc je vais créer une variable locale, ici, qui appartient à ball, self.paddle, qui est la référence du paddle que je reçois en argument. Maintenant, la balle connaît la référence du paddle, elle est capable de détecter où se situe le paddle par rapport au mouvement qu'on va voir par la suite. Donc, comment fait-on ? Ensuite, dans le update ici, on met à jour l'entité, mais maintenant on va regarder quel est son état. Si la balle est dans un état de verrou, il faut que la balle suive et se place au-dessus du paddle. On me suit ? Donc là, je teste l'état de la balle. Donc je fais if, self, on parle de la balle, :getState. Donc là, je récupère l'état de la balle. Si cet état est de type locked, qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre en mémoire locale, ici xc, yt, que sont la position x du paddle et la position top haut du paddle. Donc je place dans une variable xc, je dis self.paddle, la balle possède une référence du paddle, cette référence du paddle est dans une variable de type self.paddle. J'appelle une méthode, donc je passe par et je récupère la position centrale du paddle en faisant get center avec un grand C x. Donc xc possède maintenant la position x centrale du paddle. Dans yt, je vais demander où se situe le paddle par rapport à son côté haut. Donc je fais local yt, je ne vais pas créer des variables globales, je ne fais pas ici des variables locales, je n'en ai besoin que pour ce texte ici. Donc yt, c'est self.paddle, la référence du paddle qui est contenue dans la balle, getTop, donc je récupère le côté haut du paddle. Donc, maintenant, je suis capable de placer la balle et au centre par rapport au paddle et par rapport au paddle côté haut. Donc je dis self center x, donc n'oubliez pas que là le self se réfère par rapport à la balle. Donc la balle, set center x, donc la position centrale de la balle, c'est la même que le paddle, parce que xc possède la position centrale du paddle. Et la position basse de la balle correspond à la position haute du paddle. Donc je dis self set bottom, donc la position basse de la balle, set bottom, yt c'est quoi ? C'est la position haute du paddle. Donc grâce à ma référence que j'ai passée à la construction de la balle, je suis capable de détecter où se situe le paddle et de me situer par rapport à ce dernier. Donc on fait comme ça en Lua, on passe des références, ces références on les mémorise et après on se débrouille en fonction des références qu'on possède. On possède la position X ici du paddle, la position haute du paddle. Je peux me situer par rapport à celui-ci à la même position X centrale du paddle et je me place au-dessus du paddle dans la position basse de la balle correspond à la position haute du paddle. D'accord ? Et uniquement si je suis dans un état de locked. Quand je serai en mouvement, ici je ne passerai pas dans cette méthode-là parce que son état sera égal à move. Mais en tout cas, au démarrage, on est locked, parce qu'on a initialisé son état verrou à la création. Ici, vous voyez, set state locked, donc là, au débarrage de la construction de la balle, par défaut, la balle est verrouillée. Ça ne change plus rien maintenant dans le render, voilà. Alors, on retourne maintenant dans le PlayStage, la construction n'est pas bonne. Avant, on avait ceci, on avait fait cela. Quand on construisait la balle, on disait, la balle, c'est, on lui passe la largeur de la fenêtre, on lui passe la hauteur de la fenêtre, mais maintenant, il faut que je lui passe la référence du paddle. C'est-à-dire qu'il faut que je construise le paddle avant la balle. Pour que je passe la référence à la balle, il faut que d'abord le paddle existe. Donc là, je vais faire... Alors, ne faites pas ceci. Ça n'a aucun sens. Donc, vous lui passez self.paddle. Donc, self.paddle, le self correspond ici au playstage. Le playstage possède un paddle, ok, ici, et la référence du paddle, donc cette adresse-là, si vous préférez, ou autrement dit en C, on passerait ici par des pointeurs, donc vous passerez l'adresse de paddle, ici on passe par les références, c'est un peu ce qu'on fait en C++, donc je passe ici une référence, ici. Donc la balle possède une référence du paddle. On enlève bien sûr le mouvement pour l'instant, ce qu'on mettra après en œuvre. Quoi ? La balle va se déplacer vers la gauche, vers la droite, elle va suivre le paddle. Et puis à un moment, on touchera une touche, par exemple la touche espace, et là on va libérer la balle va se mettre en mouvement.
Mais il faudra actionner une touche pour que le mouvement s'établisse. Donc là, je mets en commentaire le set movement. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? Donc la balle maintenant doit suivre exactement le paddle. Elle doit se situer en plein milieu du paddle en X et se situer juste au-dessus du paddle. Eh bien, vérifions ceci. On lance le programme, on fait un love. Vous avez ici maintenant la balle, vous voyez, qui se situe juste au-dessus du paddle. Et si je déplace le paddle vers la gauche, la balle est verrouillée au paddle. La balle ne bougera pas tant que je n'aurai pas dit à la balle de se mettre en mouvement. Où est le paddle? Où est la balle? D'accord? Alors maintenant, mettons en place le mouvement. Après l'appui sur la touche espace, on désire que la balle parte vers le haut. De fait, on va changer un tout petit peu la méthode newSpeedY pour être sûr que la balle parte bien vers le haut. Donc il faut stipuler une vitesse négative. Donc là, je fais un set, set velocity Y. N'oubliez pas de mettre un signe moins pour que la balle parte vers le haut. Sinon, vous aurez un Y positif, la balle va traverser le paddle. Non, on va s'arranger pour que la balle parte vers le haut. Donc, on introduit ici un moins devant le mat.random afin que la vitesse Y soit négative, donc que la balle se déplace vers le haut. Regardons maintenant le set movement qui a changé beaucoup. Pourquoi? On mettra en mouvement la balle si et seulement si son état actuel est en verrou. Je mets la balle en mouvement quand on appuie sur la touche espace, mais uniquement que si la balle est en état de verrou. Je ne peux pas mettre une balle en mouvement qui est déjà en mouvement. Donc je regarde son état, donc je fais if self get state, donc je récupère l'état de la balle. Si son état est verrou, donc locked, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe maintenant son état à move pour la prochaine fois, et je définis une vitesse en X, et je définis finesse en Y. Donc attention, je ne peux mettre en marche la balle que si et seulement si son état est en verrou. Si son état est en verrou, et que j'appuie sur la touche espace, je vais libérer la balle, je vais passer par méthode set movement, je vais donc passer dans un état de locked, maintenant un état de mouvement, move. Eh bien, on va actionner la touche espace. Comment? On va dans le play stage, et ici, on avait testé la touche left, right, ici le relâcher, et maintenant, on va tester la touche espace. Très simple. Vous dites à The Game, donne-moi maintenant l'input manager, donc The Game, get input manager, pof, ici on récupère l'input manager, et je regarde si à ce frame-là, auquel je suis, est-ce qu'une touche a été appuyée, et si cette touche est la touche space. Donc vous mettez is key press, et vous lui passez en argument l'ID, ou l'identifiant de la touche ici en love2d, vous lui passez le mot space, touche d'espace. Si c'est le cas, eh bien vous dites à la balle de se mettre en mouvement. Vous faites self.ball, on parle de la balle qui contient dans le play stage. Je pense que vous commencez à comprendre qui contient qui. Donc play stage possède une balle, self.ball, set movement. Et comme la balle au démarrage est en locked, elle va se mettre à marche. Donc elle va se mettre en mouvement et elle va monter et descendre. Mais quand elle va toucher en bas, il faut faire quelque chose de spécial. Donc quand elle touchera en bas, on perdra des points de vie, etc. Mais il faut dire maintenant à la balle de retourner dans un état de verrou pour retourner, se placer au-dessus du paddle pour relancer à nouveau la balle. Donc pour l'instant, on ne gère pas le score, on ne regarde pas les points de vie. On va faire que lorsque la balle touche en bas de l'écran, eh bien de fait, la balle va repartir dans un état de verrou et va se placer automatiquement sur le dessus du paddle. On retourne dans la balle.lua et on regarde la fonction limite. C'est elle qui regarde les limites. Donc le left ne change rien, le right ne change rien, le top ne change rien, mais par contre le bottom va changer pas mal de choses. Si la balle touche en bas de l'écran, c'était cette ligne-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà on arrête la balle, ça sert à rien de faire tourner la balle, donc elle arrête, donc on dit la balle, set velocity X et en Y, 0, 0. Donc la balle ici est T-mobile. Et on lui dit, change d'état, set state locked. Donc quand la balle touchera en bas de l'écran, on lui dit arrête-toi, donc vitesse nulle en X, vitesse nulle en Y, et maintenant change ton état, passe en état de locked. Et plus tard, on changera le point de vie, on mettra en place le score. Mais ici, pour l'instant, il n'y a pas de score. Donc set state, change d'état, locked. Et au prochain frame, comme son état est en état de verrou, locked, il va se placer au-dessus du paddle. Il va attendre qu'on actionne une touche espace, la balle va se libérer, elle va taper sur le rebord de l'écran, et si par malheur elle touche en bas, hop, elle retourne sur le milieu du paddle.
Allez, mettons ceci en route. Donc là, comme d'habitude, un petit clear, et ensuite, on lance la chose. Donc, chers amis, on doit voir la balle qui est verrouillée au paddle. Je vais appuyer sur la touche espace. On va détecter que la touche espace a été actionnée. On va le passer maintenant en mouvement. Donc la balle va se déplacer vers le haut. On a mis un signe moins dans le set velocity, dans le new speed. Donc la balle se déplace. Elle va taper en haut, elle va rebondir. Et quand elle va arriver en bas de l'écran, il n'y aura plus de rebond. Elle passera automatiquement à une vitesse nulle et en état de locked. Vérifions. Donc on lance la chose. La balle pour l'instant est verrouillée au paddle. Je déplace le paddle, la balle suit exactement le paddle. Et maintenant je vais appuyer sur la touche espace. On libère la balle. La balle, elle est partie en rebond. Et vous avez vu, elle a touché le bas de l'écran et est revenue exactement à la position initiale. Elle est revenue bloquée ou verrouillée au paddle. Regardez bien. Là, elle monte, elle rebondit. Et quand elle touche en bas, pof, elle revient en état de verrou. Maintenant, gérons les rebonds entre la balle et le paddle. Parce que vous voyez, quand je lance, j'ai beau déplacer le paddle devant la balle, il n'y a aucune connexion entre la balle et le paddle au niveau collision. La balle traverse le paddle. Donc gérons maintenant les collisions paddle. Afin que le rebond de la balle sur le paddle soit réaliste, on va s'attacher à calculer des angles de rebond qui soient fonction de l'endroit où la balle a touché le paddle. Je m'explique. Imaginons que la balle vienne toucher le paddle en sens centre. Donc on a l'écart entre la balle et le centre du paddle, 0. Et bien l'angle de retour sera de 80 degrés. Donc la balle va rebondir de façon verticale. A contrario, si la balle va toucher vers la gauche du paddle, et plus elle va s'éloigner du paddle, plus le X sera négatif, on va calculer un angle de retour plus ou moins grand en fonction du toucher de la balle. Mais la balle retournera ici vers la gauche. De même, lorsque la balle va toucher vers la droite, par rapport au centre du paddle, on aura un X positif. On va calculer l'angle de retour par rapport à cette distance X. On rendra ainsi le rebond plus réaliste. Pour détecter la collision inter-objet, chaque entity possédera un rectangle de collision. La question, c'est comment visualiser ce fameux rectangle de collision. Et bien dans Entity, encore une fois, il y a une méthode qui vous permettra d'afficher à l'écran ce rectangle de collision. Prenons un exemple avec le paddle. Donc on faisait tout à l'heure paddle de petits points render. Donc là, on demande à l'objet paddle de se dessiner à l'écran. Il va déléguer ce fait de se dessiner, il va dire entity.renderSelf. En faisant ça, vous vous souvenez, on demandait à Entity de se dessiner. Donc il prend l'image qui lui a été attribuée au début et il l'affiche à l'écran. Et maintenant, pour dessiner par-dessus le rectangle de collision, il y a une méthode qui s'appelle renderDebug. Donc si je fais entity.renderDebugSelf, n'oubliez pas les amis de passer le self et ici, parce qu'on passe ici par la méthode point. En faisant entity renderDebug, eh bien on va demander également d'afficher à l'écran de façon, disons, locale ici, et donc permanente, de façon pour faire du debug, de dessiner le rectangle de collision. Donc vous allez voir apparaître un rectangle de couleur violette qui va entourer l'entity, donc ici le paddle. De même, on pourrait demander à la balle de dessiner son rectangle de collision, en faisant entity.renderSelf, là je dessine l'objet dans lequel on parle, donc ici la balle, on aura le dessin de la balle. Si je veux dessiner le rectangle de collision par-dessus, il faut que je dise entity.renderDebugSelf. Eh bien, vous aurez de fait la balle et son rectangle de collision. Donc si on lance la chose, on a à la fois le paddle et la balle. Je vous rappelle que la balle est verrouillée au paddle. Quand je déplace le paddle, eh bien, Entity est capable de recalculer la position de son rectangle de collision. Donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. C'est Entity qui va gérer ça pour vous. Vous déplacez vos objets et lui il est capable de remettre à jour la position du rectangle de collision. Regardez bien, je fais love espace petit point. On a la balle et le paddle qui sont ici en mouvement. Quand je bouge, vous voyez, tout bouge en même temps. Donc ici, vous avez la balle plus le rectangle de collision. En dessous, vous avez le paddle et le rectangle de collision. Et Entity est capable de remettre à jour par rapport à la position X, par la position Y de l'objet entité au sens image, le rectangle de collision. Vous voyez, tout bouge en même temps. Vous n'avez pas besoin de gérer quoi que ce soit. Vous faites juste des updates, tout se met à jour. Et si vous voulez visualiser ce rectangle de collision, vous ferez render debug de la classe Entity. Grâce maintenant à ces deux rectangles de collision, je suis capable de détecter la collision. Est-ce qu'il y a intersection entre ces deux rectangles ou pas? Eh bien, gérons maintenant la collision paddle-balle. Souvenez-vous que la balle possède une référence du paddle. Donc la balle est capable de détecter la collision qu'il y a entre elle-même,
donc la balle, et le paddle. Donc on va écrire une fonction qui fait cependant. Donc la fonction, voilà, balle, parce que la fonction appartient à ball, collide with paddle. Je crois que c'est assez explicite comme fonction. Collide with paddle. L'entity possède une méthode pour détecter la collision, donc on la renvoie true ou false. Cette méthode s'appelle simplement collide. Exemple. Ici je fais if self collide self paddle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, donc self ici fait référence à la balle. Donc si la balle est en collision collide via la target, ici la target c'est la référence du paddle, donc if self collide self paddle, deux possibilités, true, oui, il y a collision, il y a intersection du dé au rectangle de collision et du paddle et de la balle, false, non, il n'y a pas ce problème. Donc s'il y a une collision, il renverra true. Pour éviter des intersections un peu bizarroïdes, on va attendre que la balle soit bien en descente, avec les Y positifs par rapport au paddle. Donc la balle se dirige vers le paddle. Donc s'il y a collision entre le paddle et la balle, et que la vitesse de la balle était Y positif, donc self get velocity par rapport à l'axe Y positif, eh bien que fait-on? Eh bien maintenant, on a une collision, la balle doit rebondir sur le paddle, et elle doit être renvoyée avec un certain angle. Eh bien on va calculer cet angle. Donc je vais mémoriser dans une variable xp, en local ici par rapport à cette fonction, la position centrale du paddle. Donc je fais self.paddle, c'est le paddle qui a en référence la balle, mais on parle du même paddle, d'accord? Get center x, de fait, xp, c'est la position centrale du paddle. Dans une variable xb, toujours local, je fais self, get center x. Donc en xp, j'ai la position centrale du paddle, en xb, j'ai la position centrale de la balle. Je crée une variable delta, et je fais la différence qui est entre la xb, donc la position centrale de la balle, moins xp, la position centrale du paddle. Deux cas possibles, enfin trois cas disons, delta est positif, delta vaut 0, delta négatif. Donc il y a une fonction affine qui va nous donner l'angle en fonction de ce fameux delta. Donc avant de calculer cet angle, je vais définir la future vitesse. Donc je vais créer ici une locale v comme vitesse. Je demande à math de me donner via la méthode random une vitesse qui est comprise entre spin min et spin max. Et maintenant nous calculons les angles. Attention les amis, en LOF2D et ici en Lua, les angles sont en radians. D'accord? Donc l'angle va grosso modo de moins 20 degrés quand la balle touche à droite à disons 160 degrés quand la balle touche à gauche. Donc on donne que l'angle c'est moins 0,2 delta plus 1,57. Donc là je vous invite à prendre un petit papier, un petit stylo, de tracer l'angle en fonction de delta. Vous mettez delta égale à 0, ça fait un angle à peu près de 90 degrés. Si delta vaut la largeur du paddle divisé par 2, à droite, on mettra à peu près 20 degrés et 160 degrés lorsque le delta sera négatif, mais par rapport à la moitié du paddle. Et bien maintenant qu'on a l'angle et la vitesse future, on va pouvoir définir la vitesse selon l'axe X et selon l'axe Y. Attention, pensez que la balle doit remonter, donc l'axe Y doit être négatif. Donc je dis que la position 1x de la balle, c'est V, qu'on a obtenu au préalable, fois math cos, c'est l'angle cosinus ici. Je vais calculer l'angle que j'ai obtenu par le cosinus, ça me donne une vitesse sur l'axe X. L'axe Y, c'est quoi? C'est moins V, math sinus de l'angle. De fait, en sortant de cette méthode, j'ai deux vitesses, et en X et en Y, qui ont été calculées à partir de la position de collision de la balle sur le paddle. Quand faut-il appeler cette méthode? Eh bien, cette méthode, on pourrait l'appeler à chaque update. À chaque update de la balle, elle va vérifier qu'elle est en collision ou pas avec le paddle. Si il y a collision, eh bien, on mettra en œuvre cette méthode-là et la balle va rebondir sur le paddle. Donc, on va appeler cette méthode-là dans l'update. Comment? Ici. Donc, avant de faire les limites, on dit est-ce qu'il y a eu collision entre la balle et le paddle? Si c'est le cas, la balle va rebondir vers le haut par rapport au paddle. Donc, vous voyez, c'est très simple. Le petit truc qui fait qu'il y a une petite équation à mettre en œuvre entre l'angle et le delta. Donc si le delta vaut 0, vous arrivez quasiment à la verticale, vous remontez avec un angle de 80 degrés, soit pi sur 2. Si delta est très très à droite, on part avec un angle tout petit, disons 20 degrés, que vous mettez en radian. Et si vous arrivez plutôt vers la gauche, vous repartez à un angle de 160 degrés. Donc
Donc il y a un petit calcul très très simple ici, hein, c'est une droite affine. On calcule les angles, on remet en route ici les vitesses en x et en y, avec un peu de trigonométrie. Donc v cos, l'angle, c'est la vitesse en x, moins v sinus angle, c'est la vitesse en y. Pensez que la balle doit remonter, donc la vitesse doit être forcément négative, et donc vous avez créé du rebond. Parce que cette méthode-là, on va l'appeler dans update. À chaque frame, on vérifie qu'il y a collision ou pas entre la balle et le paddle. Donc, chers amis, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une balle qui est verrouillée, je vais appuyer sur la touche espace, je vais libérer la balle, elle est dans un état de blockade, elle passe dans un état de move, elle va rebondir dans les coins de la fenêtre, elle va redescendre, et si le paddle est en face de la balle, il y a collision, la balle va rebondir sur le paddle. Et si par mégarde, la balle touche le bas de l'écran, elle redevient dans un état de verrou, et plus tard, vous comprendrez qu'on mettra en œuvre le score, on perdra des points de vie. Ok, et bien vérifions que la chose fonctionne comme attendu. Donc on vient ici, on lance le programme, on a le paddle toujours en verrou, ici on se déplace, j'appuie sur la touche espace, là la balle est partie, et maintenant regardez bien, hop, elle a rencontré le paddle, elle a rebondi. Et l'angle d'incidence dépend de la position de la balle par rapport au paddle. D'accord? Alors je vais essayer de le faire très très à droite, voilà, vous voyez, donc il est parti avec un angle disons de 20 degrés. S'il vient taper très très à gauche, alors c'est peut-être pas forcément évident, on va essayer de le faire. Donc voilà, si je viens taper très à gauche, là c'était plutôt au centre, on va essayer de le taper un peu à gauche, voilà. En fonction de là où on vient taper la balle et le paddle, et ben vous calculez l'angle d'incidence. Et regardez, pof. Et si la balle touche en bas de l'écran, elle doit revenir théoriquement à l'état de verrou. Voilà. La prochaine fois, on mettra en œuvre les fameuses briques. Merci pour votre écoute et à très bientôt.